Vivre ensemble sans être marié peut sembler simple, mais attention, une séparation, un décès et tout peut voler en éclats. Vos enfants, vos biens, votre sécurité même, rien n'est garanti. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au podcast des juristes, le premier podcast animé par des juristes congolais. Ce soir, nous avons le privilège d'accueillir monsieur Dalous Hardy Mavungu, juriste congolais, spécialiste en droit des affaires, qui va nous décortiquer les différents risques liés à la vie commune sans mariage. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car vous aurez des informations pertinentes, des informations qui vont vous aider si vous vivez en couple sans être marié. Ça va vous éviter des erreurs juridiques, vous saurez les droits qui ne sont pas les vôtres, les droits que vous n'avez pas et surtout vous saurez quelles sont les possibilités que vous avez pour vous protéger. On est parti. Alors, bonsoir Monsieur Hardy Mavungu et bienvenue à vous sur ce plateau encore une fois. Bonsoir Monsieur Herman Bika, merci une fois de plus de m'avoir fait l'honneur d'être l'invité de cette émission que j'aime particulièrement. Ok, merci. Comment est-ce que vous allez d'abord? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. J'ai connu des jours pires et je profite de votre micro pour souhaiter une bonne et heureuse année à toutes les personnes qui ont l'habitude de suivre cette émission ainsi qu'à ceux et celles qui suivent cette émission pour la première fois. À tous et à chacun, je vous souhaite l'année de vos rêves. Ok, merci. Alors, comment qualifierez-vous une relation de couple, une relation de vie commune sans mariage? Comment est-ce que vous pouvez qualifier ça en droit? Alors, il faut savoir que lorsque deux personnes vivent ensemble, c'est-à-dire dans une même maison ou séparément, sans être officiellement mariés ou sans être mariés tout court, le droit qualifie cette situation de concubinage, ce que nous appelons communément dans nos quartiers par yakatofanda. Mais la notion de concubinage, il faut l'étudier dans tous ses aspects. D'abord, le concubinage, c'est lorsque deux personnes vivent dans une même maison sans être mariés. Le concubinage peut aussi s'entendre l'union entre deux personnes qui ne sont pas mariées, mais qui ne vivent pas forcément dans une même maison. Aussi, il faut savoir que dès lors que deux personnes sont ensemble dans une même maison, font des enfants et vivent ensemble depuis un certain nombre d'années, en tout cas depuis plusieurs années devrais-je dire, leur relation est qualifiée de situation de fait. Ça veut dire quoi? Oui. Situation de fait veut tout simplement dire que ce sont des personnes, en tout cas pour les tiers, ils bénéficient de la présomption d'être mariés, ce qui importe d'énormes conséquences du point de vue juridique, lesquelles conséquences nous les verrons plus tard dans cette émission. Il faut dire que il s'y est plutôt de préciser que certaines personnes qui sont dans le concubinage bénéficient de ce qu'on appelle par la situation de fait. Ok. Alors, quand on est dans cette situation que vous avez qualifiée de concubinage, quand on est dans une telle relation, est-ce que si on se sépare, on est à deux, on est deux partenaires, l'un des partenaires peut prendre les biens qu'on a achetés ensemble puis partir avec? Est-ce que c'est possible dans une telle relation? Bon, il faut quand même dire que le code de la famille, notre code de la famille, ne régit pas la situation du concubinage. C'est une situation qui n'est pas, on va dire, prise en compte par le législateur et donc le droit ne le reconnaît pas. Alors, s'agissant des biens après séparation, est-ce que j'ai le droit d'emporter des biens ou pas? Ou de réclamer? Ou de réclamer tout court. Je dirais que face à cette question, la loi est silencieuse. La loi, elle est silencieuse, mais pas le droit. Parce que lorsque nous étudions les sources du droit, on nous fait comprendre que la coutume fait partie des sources du droit. Et il y a un adage qui dit « une fois n'est pas coutume ». Donc lorsque un comportement est reproduit plus d'une fois dans une société, ça devient une coutume. La loi n'a rien dit à ce propos. Lorsque deux personnes sont dans une situation de concubinage, à la rupture de cette relation,
La loi n'a rien dit si la femme doit prendre des biens ou pas. Mais nous avons une coutume, puisque la coutume fait partie des sources du droit dans notre pays, qui voudrait que, à la rupture d'une relation de concubinage, ou même lorsque les deux sont mariés, que la femme en partant puisse emporter quelques biens. Je mentirais si je vous disais qu'il existe un texte juridique qui prévoit cela. Ok, mais à ce sujet, nous avons reçu ici sur ce plateau M. Lenny Babela qui traitait de la situation du pré-mariage et nous faisait comprendre que lorsque quelqu'un a payé la dot, ils sont dans une relation qu'on appelle pré-mariage, que la société congolaise appelle mariage coutumier. Dans une telle relation, le régime qui est applicable, c'est la séparation des biens. C'est-à-dire que tous les biens qu'on achète, chacun a ses biens, le mari a ses biens, la dame également a ses biens. Et vous, dans le concubinage, vous nous faites comprendre en réalité que la femme peut partir avec des biens. Est-ce que c'est des biens qu'ils ont achetés ensemble avec le monsieur ou c'est des biens qu'ils ont achetés séparément? Chacun a acheté ses propres biens dans ce cas de figure. Écoutez, vous savez, Monsieur Babela, Judson Lenny est un formidable juriste pour qui j'ai beaucoup de respect et je ne vais pas m'opposer à sa position. Il faut tout simplement dire une chose. Aucun régime juridique n'est applicable à la situation du concubinage parce que le droit ne le reconnaît pas. Et le principe voudrait que lorsque nous sommes dans une situation de concubinage, si j'achète une parcelle, cette parcelle, elle est la mienne. Si tu achètes une voiture, la voiture, elle est la sienne. Donc, il n'y a pas de régime juridique applicable à la situation de concubinage. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Lorsque j'ai parlé de la possibilité pour la femme de partir avec des biens, je me suis appuyé sur la coutume. Lorsque nous étions en première année de droit, on nous parlait de deux sources du droit, les sources directes et les sources indirectes. Et dans les sources indirectes, on parlait de la coutume. Je l'ai dit tantôt, un adage dit « une fois n'est pas coutume ». Donc, lorsque un comportement a pris l'habitude de se répéter dans une société, ce comportement acquiert une valeur normative. Oui. Et dans notre société, nous constatons que toutes les fois où il y a rupture, que ce soit dans le cadre du concubinage ou du mariage, la femme a tendance à partir avec quelques affaires. Mais il n'existe aucune disposition légale qui prévoit cela. Oui, pour juste parler ou accompagner ce que vous venez de dire tout à l'heure, oui, la coutume, c'est une source du droit, peut-être une source du droit. Là encore, faudrait-il que la répétition ait un caractère, d'une obligation, quelque chose de psychologique dans la mentalité des gens qui pratiquent cette répétition. Ce n'est pas le simple fait de répéter une pratique qui fait de cette pratique ou qui fera de cette pratique une coutume. Faudrait-il encore que les gens qui sont dans cette pratique considèrent que cette pratique est une loi. Il y a une certaine imposition que si on ne le faisait pas, il y aura des sanctions. C'est dans leur mentalité, c'est une notion psychologique, on dit une partie psychologique de la notion, bien entendu, de la coutume. Alors, est-ce que si l'un des partenaires dans le cadre du concubinage, c'est comme ça qu'on les appelle ou bien on les appelle concubins, concubines? Concubin, concubine. Ok, bon. On va prendre partenaire ou concubin, concubine, c'est la meilleure expression, concubin, concubine. Si dans le cadre du concubinage, un concubin ou une concubine paye, c'est-à-dire contribue au loyer, contribue au paiement des factures d'eau, d'électricité, etc. Est-ce qu'on peut dire qu'il ou elle a un droit légal sur la maison? C'est-à-dire en cas de séparation, est-ce que celle-là, la concubine, ou bien le monsieur, donc le concubin, a un droit sur la maison? Merci pour la question. Ce que j'ai aimé dans vos propos, c'est que vous avez mentionné le mot légal, donc un droit légal. Et je vous dirais tout simplement, je commencerai plutôt par définir qu'est-ce qu'on entend par un droit légal. Un droit légal, c'est un droit qui tire son origine
de la loi, d'un texte de loi. Alors, est-ce qu'en République du Congo, il existe un texte de loi qui prévoit qu'en cas de contribution aux charges de la maison, cette contribution vous donne un droit légal sur la maison? Non, il n'en a aucun. Vous savez que la notion de concubinage est une notion assez particulière. Okay, oui. Et je dirais même délicate. Elle se pose encore en République du Congo, mais autrefois, il y a quelques années, elle s'est posée en France. Et le législateur français, pour pouvoir encadrer cela, a mis en place un régime exceptionnel qu'il appelait PAX, donc Pacte civil de solidarité. C'est quoi le PAX? Le PAX est un régime juridique qui s'applique à des personnes qui ne sont pas mariées, lequel régime leur permet d'organiser leurs rapports. En République du Congo, il n'en existe pas. De ce fait, c'est pas parce que vous participez aux charges de la maison, que vous payez les factures d'eau et d'électricité, que vous avez un droit légal sur la maison. L'unique personne qui a le droit légal sur la maison, c'est le propriétaire de la maison. Donc ça, il faut le dire. Alors, si nous étions en France, les concubins, donc concubins et concubines, les deux parties, pouvaient s'entendre pour organiser leurs relations. Or, le PAX ne s'applique pas en République du Congo. Ce qui fait que, combien même vous participez aux charges de la maison, vous payez les factures d'eau et d'électricité, vous n'avez aucun droit légal sur cette maison. Donc, oui, dans la pratique, regardons un peu dans la pratique cette fois-ci. Peut-être expression droit légal, c'est ce qui nous a amené à parler du PAX et autres. C'est très important, c'est intéressant tout ça. Seulement, est-ce que si les deux concubins, ils sont ensemble, ils sont en train de vivre une vie commune ensemble, ils louent une maison et qu'à un moment donné, il y a séparation, qui peut se dire, ben écoutez, puisque moi aussi, je contribuais au paiement du loyer, des factures, etc., je reste dans cette maison, toi, tu prends tes bagages, tu t'en vas. Qui est-ce qui peut le dire entre les deux concubins? Qui est-ce qui a ce droit-là? D'accord. Alors, vous savez, lorsque l'on prend l'engagement de louer un immeuble, on signe un contrat. Oui, en effet. Donc, il y a lequel contrat est appelé contrat de bail. Le contrat, par définition, lie les parties. Donc, naturellement, la personne qui a le droit de décider si elle va rester ou pas, c'est celui qui a signé le contrat. Je peux prendre je prends en location une maison, quelque temps après, je fais venir une femme avec qui on vit. Si on estime que la vie commune devient insupportable et qu'on ne peut pas aller plus loin, naturellement, ce n'est pas elle de me dire « Monsieur, sort ». Parce que c'est moi qui ai signé le contrat. Oui. Vis-à-vis de mon bailleur, elle est tiers. Et donc, elle ne peut soulever ni l'inexécution, ni la rupture de ce contrat. Et donc, que ça soit clair, nous sommes en train de parler du droit, en l'espèce. Seul celui qui a le nom dans le contrat ou la personne partie au contrat de bail peut décider qui va partir ou qui va rester. Alors, dans le cadre, par exemple, des procédures administratives, on est en train de faire une procédure administrative, nous sommes ensemble, nous sommes concubins. Est-ce que dans le cas de ces procédures administratives, prenons le cas de la location d'un appartement ou d'une maison, on veut louer une maison, on est déjà ensemble. Là, vous avez pris l'exemple du monsieur qui est venu en premier, qui a signé le contrat. Ici, je prends un exemple où nous sommes ensemble, nous sommes en couple. Dans ces procédures administratives, est-ce qu'on va se présenter en tant que couple, un couple marié légalement, pour pouvoir peut-être prendre un appartement en tant que, voilà, dans notre relation? Est-ce qu'on va parler, on va se présenter en tant que concubin? Est-ce qu'on va se présenter en tant que marié? Quelle est l'expression qu'on va donner? Quelle est l'expression qu'on va mentionner dans le contrat finalement? Écoutez, aussi longtemps que votre relation n'a pas été reconnue par un officier d'état civil, très souvent le maire, vous ne pouvez pas bénéficier du statut du marié.
Vous ne pouvez pas bénéficier du statut de marié, autant pour moi. Combien même vous avez passé 50 ans, 100 ans, 200 ans ensemble. Vous parlez des procédures administratives et donc quand on parle de procédures administratives, on voit directement l'État. Si vous n'avez jamais été marié, c'est-à-dire si votre relation n'a jamais été rendue officielle par un officier d'état civil, vous demeurez célibataire. Il suffit juste de voir lorsque les gens vont par exemple déclarer quelques pièces d'état civil, si vous n'êtes pas marié, on écrit statut matrimonial célibataire. Donc, vous pouvez vous présenter devant le bailleur comme étant un couple, parce que vous êtes composé de 2 personnes, mais pas un couple marié, un couple célibataire, parce que votre union n'a jamais été rendue officielle par un officier d'état civil. Ok, c'est intéressant ce que vous dites, mais il y a une expression qui est souvent utilisée au Congo. Je ne sais pas trop, je n'ai pas vérifié si on peut, si on peut trouver cette expression sur les pièces d'identité, mais souvent, on parle d'union libre. C'est une expression, le Congo, à la place du concubinage, utilise l'expression union libre. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette expression, vous aussi. Dire que les gens qui vivent ensemble, ils disent, écoutez, concubinage, puisque ça n'existe pas en droit congolais, on parle d'expression d'union libre. C'est les gens qui vivent ensemble, qui vivent en couple, sans être mariés. Oui, c'est une expression à laquelle je suis habitué, puisque moi-même, j'ai fait quelques pièces d'état civil. Donc c'est vrai, je suis habitué. Mais vous savez, parfois il faut sortir du fétichisme des mots. Ce qui compte, c'est le sens du mot. Donc quand on parle union libre, on veut tout simplement dire que vous êtes en concubinage. Le terme concubinage peut pour certains paraître un peu trivial ou péjoratif, mais ça veut dire la même chose. Je vais vous donner un exemple pour nous qui avons et qui faisons encore des études universitaires. Vous savez, quand vous êtes au collège, si vous n'êtes pas admis, que ce soit au collège ou au primaire, on dit que vous êtes échoué. Donc sur votre bulletin, on met la mention échoué. Oui. Et lorsque vous arrivez à l'université, on dit plus que vous êtes échoué lorsque vous ne satisfaites pas un examen. On dit vous êtes ajourné. Alors, est-ce qu'il existe différence entre un échoué et un ajourné? En réalité, les deux sont dans la même situation. Mais pour des raisons que j'ignore, on préfère dire d'un universitaire qu'il est ajourné et d'un collégien ou d'une élève qui est en primaire qu'il est échoué. Donc parfois il faut sortir un peu du fétichisme et de la beauté des mots pour aller vers le sens de ces mots. Et donc voilà, que vous soyez en union libre ou en concubinage, les deux situations, c'est la même pareil, ça veut dire la même chose. Ok, merci. Alors une autre question. Est-ce que je peux mettre le nom de ma partenaire, de ma concubine, sur ma carte d'assurance vie ou encore sur un compte bancaire? Est-ce que c'est possible, même si on n'est pas marié? Je reprendrai par l'affirmative et par la négative. Ok, donc par oui, par non. Le principe voudrait que seul un couple, on va dire quoi? Seule une femme mariée peut bénéficier de l'assurance vie ou de l'assurance santé de son mari. Ça, c'est le principe. Nous avons un code de la sécurité sociale très vieux, puisque la question d'assurance maladie est une question qui relève de la sécurité sociale. Et donc, je disais tantôt que nous avons un code de sécurité sociale très vieux, inspiré du code français. En France, le principe, c'est non. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas marié, tu ne peux pas bénéficier de l'assurance santé de ton partenaire. Mais vous savez, les contrats d'assurance peuvent avoir un effet translatif. Ça veut dire? Ça veut dire que je peux signer un contrat et le contrat profite à d'autres personnes. Vous savez, au nom de la force obligatoire du contrat, ce grand principe qui voudrait que les contrats ne produisent d'effet qu'entre les
parties. Oui, oui. Mais il y a ce qu'on appelle par l'effet relatif. Mais à côté de l'effet relatif, il y a l'effet translatif. Ça veut dire qu'un contrat peut profiter à d'autres personnes. Et donc, en l'espèce, je ne suis pas marié avec ma partenaire. Je veux qu'elle profite de mon assurance maladie. Je peux lui accorder le statut de ayant droit. Elle ne va pas profiter de mon assurance maladie comme étant en qualité de mon épouse, mais elle va profiter de mon assurance maladie en qualité d'ayant droit. Donc, au nom du principe de l'effet translatif des contrats. Et pour ça, il y a toute une procédure. Déjà, il faudrait que ma concubine ne puisse pas avoir de couverture personnelle, c'est-à-dire il faudrait qu'elle ne puisse pas avoir une assurance. Oui, oui. Et aussi, il faudrait que je puisse prouver qu'elle est à ma charge et que nous puissions vivre pendant un certain nombre d'années. Oui, un certain nombre d'années. Mais vous savez, en matière de sécurité sociale, vous savez, votre question me donne la possibilité d'évoquer un certain nombre de points. Okay. En matière de sécurité sociale, il y a ce qu'on appelle par les mutuelles. Je vous donne un exemple simple. Je suis agent d'une entreprise privée. J'ai droit à une CNSS. Bon, pas une CNSS, mais une sécurité sociale. Mais à côté de la sécurité sociale, je peux prendre une couverture supplémentaire. Et donc, en l'espèce, je peux, par exemple, décider d'aller vers une mutuelle pour prendre une couverture maladie pour ma partenaire. Donc, ce que ceux qui nous suivent doivent retenir, c'est que le principe est que seule une femme mariée peut bénéficier de l'assurance maladie de son partenaire. Mais n'empêche que, exceptionnellement, notamment dans les cas que je viens d'évoquer, une femme non mariée peut profiter de l'assurance maladie de son enfant, de son mari, de son mari, non pas en tant qu'épouse, mais en tant qu'ayant droit. Ok, merci beaucoup. Alors, est-ce que le partenaire ou le concubin d'une femme, bon, concubin quoi, on est dans une relation de concubinage, est-ce que le concubin peut autoriser les soins ou une intervention chirurgicale d'urgence sur sa femme ou sur, j'allais dire, sa concubine? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il a ce droit-là de donner cette autorisation? N'étant pas marié, mais la femme, par exemple, la concubine a besoin d'être intervenue chirurgicalement d'urgence. Est-ce qu'il peut donner cette autorisation? Alors, nous avons dans notre pays un code de santé publique. Que prévoit ce code? Vous savez, il y a très souvent dans la pratique, il y a une confrontation entre le droit et on va dire la pratique, permettez-moi la redondance. Dans nos sociétés bantoues, dès lors que les personnes vivent ensemble dans une même maison, on fait des enfants, ils sont considérés comme étant mariés. Et donc, naturellement, si je me fie à la coutume dans nos sociétés, oui, cette femme peut avoir droit au chapitre en ce qui concerne une intervention chirurgicale de son mari. Mais encore faut-il que ça soit un couple qui vivent ensemble, et un couple connu des parents. Sinon, au cas contraire, c'est l'autorisation des parents ou d'un proche parent qui sera demandée. Donc juridiquement parlant, s'il s'agit de parler du droit concrètement, c'est non en réalité. C'est non. Ok, merci beaucoup pour toutes ces précisions parce que voyons, mais dans le cadre du pré-mariage, est-ce que si on est dans un pré-mariage, c'est-à-dire qu'on a payé la dot, on a fait toutes les cérémonies relatives au paiement de la dot, est-ce que dans ce cas de figure l'époux, le pré-marié peut autoriser une intervention chirurgicale de la pré-mariée? Je dirais non, d'un point de vue légal, parce que la question qui se pose ici, c'est quelle est la valeur juridique du pré-mariage? Je profite de votre micro pour faire un plaidoyer, pour dire que
Nos législateurs, quand je parle de nos législateurs, je parle des législateurs africains, doivent faire un effort supplémentaire d'accorder au pré-mariage une valeur beaucoup plus importante que celle qu'elle a aujourd'hui. Le pré-mariage, qu'est-ce que c'est? C'est pas parce que vous êtes pré-marié que vous êtes marié. Le pré-mariage, c'est une étape prélude au mariage. Oui, oui. Dans notre pays, on a mis en place le pré-mariage en s'inspirant d'une tradition que la France a abandonnée. À l'époque, en France, avant d'aller au mariage, il fallait passer par l'étape des fiançailles. Et donc, le pré-mariage, en réalité, c'est les fiançailles, mais version française. Donc, c'est une étape au cours de laquelle deux personnes se promettent mariage. Mais vous n'êtes pas mariés. Donc, quand bien même le monsieur a payé la dot, juridiquement, il n'y a pas le pré-mariage ne crée pas des effets juridiques. Concrètement, en ce qui concerne, ne crée pas les mêmes effets que le mariage. Parce que quand vous payez la dot, vous n'êtes pas marié. C'est juste que vous avez promis à votre partenaire que je vais t'épouser. Donc en réalité, c'est une étape de fiançailles. On vous permet de préparer votre mariage, de savoir qui est qui fait quoi, qui dort comment, est-ce qu'elle prépare bien, parce qu'il faut quand même le dire, que le pré-mariage, lorsque ça n'aboutit pas, on ne parle pas de divorce. On parle de rupture. On parle de rupture. Donc ça veut dire que juridiquement, la loi ne vous reconnaît pas comme étant marié. Ok, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Monsieur Hardy Mavungu. Alors, est-ce que vous avez commencé à le dire, mais je pense que c'était pas très clair. Si on est dans une relation de concubinage et que moi, en tant que concubin, j'achète ma voiture, est-ce que cette voiture ou ma concubine a un droit sur cette voiture? Il ou elle n'aura aucun droit. Parce que c'est pas il ou elle qui a acheté la voiture. Lorsque les personnes vivent en concubinage, en tout cas en droit congolais, il n'y a aucun régime. Ok, oui. C'est vrai que je suis tenté de dire que leur rapport est soumis au régime de la séparation, et puisque le concubinage n'est pas reconnu, donc je ne pourrais pas dire cela. Mais il faut tout simplement retenir que quand on est dans une relation de concubinage, c'est chacun, je vais dire pour soi, mais je préfère dire chacun à son chacun. Je m'explique. Si j'achète une voiture, c'est pour moi, c'est pas pour toi. Puisque quand on achète une voiture, c'est un contrat. Donc on va dire, c'est moi, c'est mon nom qui figure dans ce contrat. Et toi, tu es tiers dans ce contrat. Tu peux donc rien réclamer. Tu n'as aucun droit sur mon véhicule. Et c'est ça la conséquence. Alors, si aujourd'hui, vous allez me permettre, aujourd'hui, parfois on assiste dans nos sociétés, lorsque une femme a vécu plusieurs années avec un homme et qu'au bout de certaines années, il décide de rompre, la femme revendique parfois des biens pour dire j'ai dû supporter, je l'ai supporté, ou j'ai fait plusieurs mois sans bien manger pour qu'il achète tel ou tel bien et donc j'ai un droit. C'est complètement faux. Si vous n'êtes pas marié, le principe c'est que chacun garde ses biens. Si je l'ai acheté avec mon argent, c'est mon bien. Si tu as acheté avec ton argent, c'est ton bien. Je n'ai aucun droit, mais vraiment aucun droit sur ce bien. Et vous savez, cette question en réalité, comme on dit, un chat peut en cacher un autre. Cette question cache d'autres questions. Je vous donne un exemple pour ceux qui nous suivent. Je vis dans une relation de concubinage avec une femme. J'ai besoin d'acheter une parcelle. Je viens voir ma partenaire pour lui dire, je vais acheter une parcelle, mais par exemple la parcelle est à 30 millions, je n'ai que 25 millions. Est-ce que tu ne peux pas me donner 5 millions? Si elle me donne 5 millions et que je totalise les 30 millions pour acheter la parcelle, elle n'a aucun droit légal sur cette parcelle. Parce qu'elle m'a partagé. C'est pas parce que vous aidez quelqu'un, vous ne faites pas un prêt. Même quand c'est un prêt, ça veut dire que la personne doit vous rembourser. Par amour, lorsque vous donnez de l'argent à quelqu'un et qu'avec cet argent, quelqu'un acquiert un bien ou développe une affaire, que vous avez un droit légal. Non.
c'est un don que vous lui avez fait. Vous lui avez donné à titre gratuit. Et donc, vous ne pouvez pas réclamer quoi que ce soit. Ok, merci. Je trouve que vous êtes passionné par cette partie, en tout cas, du droit de la famille. Maintenant, si on est dans cette relation de concubinage et que l'un des deux meurt ou arrive à décéder, et n'a pas laissé de testament, qu'est-ce qui peut advenir? Ce qui arrive, c'est que quand quelqu'un ne laisse pas de testament, la loi n'est pas silencieuse. La loi a prévu un partage. Et donc, c'est ce partage qui sera appliqué en l'espèce. Je dis clairement que vous n'êtes pas marié, vous êtes dans une relation de concubinage et que le concubin décédé n'a pas laissé de testament. Est-ce que la femme qui est restée, la concubine, peut avoir quelque chose, un bien, je ne sais pas, est-ce qu'elle peut, dans le partage, est-ce qu'elle peut espérer recevoir quelque chose, concrètement? Juridiquement, je le dirais avec beaucoup de réserve, non. Mais comme je l'ai dit, la loi n'est pas la seule source du droit. Et très souvent, comme je l'ai dit, dans notre société, chez nous les Bantous, le mariage n'est pas forcément entendu au sens de la loi. Donc chez nous les Bantous, dès lors que deux personnes vivent ensemble avec l'accord de leurs deux familles, ils sont déjà mariés. Et très souvent, dans pareilles circonstances, on pense quand même à la femme qui a passé des années et qui a fait des enfants avec le monsieur. Bon, mais juridiquement, donc quand je parle de juridiquement, je parle de la loi, elle n'a droit à rien. Elle n'a droit à rien. Mais elle peut bénéficier de quelque chose je dirais pas sous le prisme, mais oui, sous le prisme de la coutume. Ok. Donc, juridiquement parlant, une femme qui vit dans une relation de concubinage, au décès de son mari, elle n'hérite de rien si ce dernier n'a pas laissé de testament. Alors, il y a une question qui vient. Permettez-moi, oui. Pas au décès de son mari. Oui, au décès de son concubin. De son partenaire ou de son concubin. Oui. Autant pour moi. Alors, il y a une question. Est-ce que le concubinage crée des droits automatiques ou bien il faut tout formaliser? Par exemple, lorsqu'on achète une voiture ensemble, est-ce que si on achète une maison, si l'un des partenaires achète une maison, est-ce que il faut tout formaliser si on voudrait qu'après nous ou après séparation, qu'un certain nombre de biens appartiennent ou reviennent à l'autre partenaire? Est-ce qu'il faut tout formaliser ou le simple fait de vivre ensemble pendant un certain nombre d'années peut créer, dans le cadre du concubinage, des droits? Vous allez me permettre pour la première fois dans cette émission de faire le journaliste. Ok. Qu'est-ce que vous entendez par formaliser? Qu'est-ce que vous entendez concrètement par formaliser? Vous savez, le formalisme, c'est une procédure qui vise ou qui est faite soit pour des raisons d'information, donc informer, ou pour les raisons de preuve. Oui. Je ne cite que ces deux raisons. Si aujourd'hui j'achète une maison, bien entendu qu'il y a un formalisme qui s'impose. Il faudrait que j'aie mon titre de propriété. Et donc, cela ne crée pas des droits automatiques pour ma partenaire avec qui on n'est pas marié. Je sais pas vraiment si vous êtes dans la même perspective que moi. Du tout. Quand je parle de formaliser, en réalité, je parle d'un écrit. Est-ce que lorsqu'on vit ensemble dans une relation de concubinage, est-ce que le fait de vivre ensemble, cette vie commune crée des droits automatiquement sur des biens, par exemple, que nous avons achetés ou que le monsieur a acheté lorsqu'on était ensemble avec lui? Ou bien, si le monsieur, le partenaire ou le concubin aimerait qu'après séparation ou après son décès, que sa concubine puisse bénéficier d'un certain nombre de biens, est-ce qu'il doit tout mettre par écrit pour dire que, par exemple, des actes de donation, des actes de libéralité à son endroit, ou bien c'est ça le formalisme dont je parle? C'est juste de manière automatique, ça peut se créer. Bien entendu, vous avez raison. Aujourd'hui, si j'ai un partenaire avec qui on n'est pas marié et que je désire qu'elle profite ou qu'elle ait droit à mes biens même après ma mort, l'unique moyen c'est de lui faire une donation, laquelle donation, pour qu'elle ait une force probante
très importante ou beaucoup plus grande doit se faire devant un notaire, c'est-à-dire l'acte doit être notarié. Donc ça doit être un acte officiel. Je dirais pas un acte officiel, mais un acte solennel. Ok, oui, un acte Parce solennel. que un acte solennel, donc l'intervention d'un officier ministériel et le notaire est un officier ministériel. Oui. Voilà. Donc c'est l'unique moyen qui s'offre à des personnes vivant en concubinage de faire de telle sorte que soit après la mort ou après la rupture, que l'un d'eux puisse conserver les biens de l'autre. Ok,